Bonsoir, bienvenue dans DZ Studio. Aujourd'hui, nous recevons une figure du paysage médiatique et culturel. Journaliste de formation, il a été à la tête de la Cinémathèque algérienne, ancien directeur général du média AL24 News. Et aujourd'hui, il est chargé de la production d'un film historique qui retrace l'histoire incroyable de l'émir Abdelkader. Salut Magar, bonsoir. Bonsoir. Eh bien, merci pour cette invitation. Je suis à la fois surpris et heureux parce que j'ai fait partie un petit peu de la famille de Horizon pendant 3 ans et c'est avec un grand plaisir que je participe à cette émission podcast qui n'existait pas à l'époque quand je travaillais à Horizon. Il y avait que la presse écrite, on n'avait même pas de site web à l'époque et maintenant, ce média s'est développé comme tous les médias du monde, en matière de web, en matière de podcast, en matière même audiovisuelle, on pourrait dire. Salut Magar, ton parcours traverse le journalisme, les médias et bien sûr la culture. Comment peux-tu nous expliquer cette trajectoire? Bah, écoutez, à la base, je n'étais pas prédestiné au journalisme. J'ai fait licence de français, j'ai étudié, la langue française, quand je terminais mes études, avant même de terminer mes études universitaires, j'étais rentré dans la presse. Bien sûr, j'étais un cinéphile dès le jeune âge. J'adorais le Je me cinéma. rappelle déjà. J'adorais le cinéma et à l'époque, on n'avait pas encore les lecteurs vidéo et tout ça, donc j'enregistrais les C'est films un sur les. reproche? Non, D'accord. c'est simplement technologique parce que par la suite, mon père, nous a acheté un lecteur vidéo à l'époque avec donc les GVC Kubara. Donc quand tu mets une cassette, c'est tout un mécanisme qui se déclenche et ça fait du bruit énorme et tout ça. Surtout le soir quand tu veux voir un film, les autres dorment et tu mets une cassette, ça crée une ambiance terrible à la maison. Mais, je peux dire que, le parcours du journalisme est arrivé par hasard. Je connaissais une personne qui avait un journal. On m'a proposé d'écrire des articles. J'étais collaborateur, en fait. Et mon premier rédacteur en chef, c'est Termoul, Mourad Termoul, qui est actuellement rédacteur en chef à Al Moudjahid. Et bien sûr, l'école de la presse écrite était une véritable école d'apprentissage pour l'écriture. On avait une certaine grande culture en matière de débat sur moi. Par exemple, j'étais spécialisé dans l'analyse filmique, c'est-à-dire écrire des articles sur les films, mais également j'étais analyste ou critique d'art. Parce que, au fond, depuis mon jeune âge, depuis le collège jusqu'au lycée, mon rêve c'était de devenir artiste peintre. T'es loin, hein? Oui, mais j'ai passé le concours supérieur des beaux-arts et j'ai pas réussi. On était 300, ils devaient prendre un 10 et moi, je ne connaissais pas c'était quoi l'important dans un concours des beaux-arts. Il y avait l'écrit et le dossier artistique. J'ai tout misé dans le C'est quoi le dossier artistique? dossier artistique, c'est les tableaux. Donc, tu passes le concours écrit avec, tu sais, des questions sur les grandes écoles d'art et cetera. Je me suis basé sur la partie, c'est-à-dire le concours écrit. Je me suis dit: «Ils vont prendre, la meilleure note ou le dossier artistique» et tu leur montres juste quelques trucs. Et je suis parti avec 3 tableaux. Et quand je suis arrivé, j'ai passé le écrit, c'était excellent, c'était facile parce que j'avais révisé toutes les écoles, j'ai acheté des livres. J'étais quelqu'un qui achetait beaucoup de livres sur les arts et tout. Et puis, quand j'ai présenté, le au concours, artistique, c'est là l'épreuve, maîtresse de l'accès aux beaux-arts et l'école supérieure. C'est pas l'école normale. L'école supérieure, c'est le Non, high level. l'accès était très difficile. Très difficile. On était 300, je me souviens très bien et ils devaient prendre une dizaine. Et à l'époque, c'était avec bac et tout, hein, c'était ماشي تمسخير ولا. Et je me souviens, j'avais ramené 3 tableaux, nature morte, peinture à l'huile. J'adorais la peinture à l'huile. Et le président de jury, c'était Denis Martinez. Des années après, je l'ai rencontré dans un plateau de radio et de télé. Je lui dis: «C'est toi qui as contribué à ce que je devienne réalisateur de cinéma parce que tu m'as barré la route à devenir artiste peintre». Et il m'a dit: «هذا ما كان», avec son accent, tu sais, lui, il adore parler l'arabe parce qu'il est d'origine espagnole, mais il a la nationalité Et algérienne. gesticulait beaucoup. Et gesticulait beaucoup بتزيرية هكذا. Il m'a dit: «واش هذا ما كان؟» قلت له: «Oui هذا ما كان». Et je me souviens, avant de passer, il y avait واحد جا من البعيد. من البعيد c'était le concours, c'était العشية. Donc درنا concours écrit الصباح والعشية le dossier artistique.
جا من البعيد قال لك اسكو مسيو Agar vous pouvez le laisser passer parce qu'il ياخذ الكار باش يولي للبلاد. Il avait 32 tableaux وكاع شابين. 32 tableaux peints à l'huile, magnifiques. C'est quelqu'un qui habitait, je crois, à Ouargla ou la Tougourt. Et il avait la lettre, je crois, parmi les derniers, Théo, Théo. Donc je passais parmi les premiers. Agar, c'est parmi les premiers toujours. خليت له بلاصة إجازة باش جست موراه. Et c'est comme ça que j'ai pas obtenu l'accès aux Beaux-Arts. Et j'ai décidé, depuis cette date-là, de me consacrer aux études. Et par hasard, je suis rentré dans le journalisme. J'ai commencé à l'Événement. L'Événement était un hebdomadaire très connu à l'époque. C'est lui qui a remplacé Algérie Actualité. Donc il y avait une pléiade de grands journalistes, منهم حميد العريبي الله يرحمه, كان ancien تاع المجاهد, مراد ترمول ancien تاع المجاهد. T'as une mémoire d'éléphant, c'est bien. Oui, bien sûr. Et puis on a travaillé avec Issa Khladi, qui était l'un des meilleurs journalistes politiques à l'époque. C'était un journal, un hebdomadaire très très talentueux. Et après, j'ai fait plusieurs journaux. Justement, Salim Agar, tu te considères... 35 ans de presse, ça, besoin de fin. C'est énorme. Justement, ma question arrive. Tu te considères plus journaliste, manager ou homme de culture? Je pense un peu le tout, parce que manager, on le devient à la fin de carrière. Actuellement, je passe un master pour droit des affaires. Parce que manager, c'est une gestion énorme. J'ai dirigé 3 entreprises publiques et les 3, c'est des statuts différents. J'ai dirigé la Cinémathèque algérienne, qui était une EPA, entreprise publique administrative. C'est le statut vraiment en fonction publique. Quand j'ai dirigé Al24, c'était une EPE, entreprise publique économique. Et actuellement, c'était économique. Tu étais son premier directeur général. C'est mon premier, j'étais le premier. C'est moi qui a lancé la chaîne et j'étais le premier directeur général de la chaîne. Et c'est une EPE. EPE, vous gérez des milliards. Vous êtes soumis au code de commerce. C'est une gestion titanesque de la gestion de l'argent public. Et puis, je gère actuellement une entreprise qui gère le film L'Émir Abdelkader, qui est une EPIC. Une EPIC, c'est une entreprise publique à caractère industriel. Donc, c'est un petit peu entre l'EPE et l'EPA. Mais c'est aussi une gestion très, très problématique. Qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu as retenu de ton passage à la Cinémathèque algérienne? Alors, la Cinémathèque algérienne est une excellente expérience. Pourquoi? D'abord en tant que gestionnaire. Et croyez-moi, c'est très, très important de passer par une entreprise publique. La Cinémathèque, sur le plan administratif, était une grande, disons, j'ai peur de dire le mot, c'est pas une grande catastrophe, mais ça a été mal géré sur le plan administratif pendant plus de 50 ans. Et pourquoi? Parce que c'est un établissement qui vaille à sa vocation et on s'intéressait beaucoup plus à la programmation qu'à la mission réelle de la Cinémathèque, qui est les archives. Les archives ont été délaissées pendant plus de 50 ans et c'est ça la mission réelle de la Cinémathèque. La Cinémathèque, c'est le musée du cinéma, c'est la mémoire du cinéma. Et malheureusement, la Cinémathèque algérienne a un potentiel. Elle a le plus gros nombre d'archives filmiques de toute l'Afrique du monde arabe et qui est mal exploité parce qu'il n'a pas été numérisé pendant plus de 50 ans. Justement, tu viens de le dire, tu as vu le cinéma algérien dans tous ses états. Toi, Salim, selon toi, qu'est-ce qui bloque? Beaucoup disent que c'est les salles de cinéma. Je dis que ce n'est pas les salles de cinéma. Parce que les salles de cinéma, c'est vrai, ça rentabilise un film. Mais quand vous faites un film qui est un chef-d'œuvre, vous pouvez le vendre ailleurs. Vous pouvez le vendre dans d'autres salles de cinéma à l'étranger. Le problème, c'est qu'on ne fait pas de qualité, on ne fait pas de films de qualité. Et quand on ne fait pas de films de qualité, ça veut dire que vous ne pouvez pas vendre à l'extérieur. Et malheureusement, ce standard a été abandonné à partir des années 80, parce que le cinéma algérien a connu une évolution, disons, extraordinaire dans les années 70. N'oublions pas, on a gagné une Palme d'Or, on a gagné un Lion d'Or, on a gagné un Oscar en 70, on a gagné un Golden Globe. Salim, quel est le vrai état, on va dire le vrai état du cinéma algérien?
Écoutez, l'état du cinéma algérien, il est relatif. On peut dire qu'on a un public, d'accord? Mais ce public, il attend un film, il le voit une fois, après il le revoit plus. Notre problème, c'est une industrie de distribution. ما عندناش la distribution, ما عندناش l'exploitation. Par exemple, nous, en tant qu'établissement de Epic El Jazairi, notre mission, c'est produire, exploiter et distribuer le film. C'est-à-dire, chez nous, on fait un film, on le produit, puis la mission du producteur s'arrête là. Non, la mission du producteur ne fait que commencer. Le producteur, il le vend, il a un vendeur, il vend le film dans les festivals. Nous, par exemple, quand on fait un film, dans les festivals, il ne participe pas au marché. Le marché du film, c'est là où tu vends ton film. Tu fais un stand, tu postes tes films, les affiches, les posters, etc. Tu dis, voilà, j'ai un film, je le vends, j'ai une star dans le film, donc il est vendable, il est bankable, etc. Nous, on n'a pas de star system, on n'a pas de film vendable. Justement, on parle d'industrie cinématographique très très faible. Est-ce que c'est une volonté? Est-ce que c'est dû à un manque de moyens? Non, c'est pas une volonté, c'est pas un manque de moyens, c'est beaucoup plus un manque de stratégie et de politique structurée. Notre objectif, c'est justement de reprendre cette place à l'international qu'on a perdue. On a perdu depuis le film La bataille d'Alger. Aujourd'hui, la bataille d'Alger devient une référence. L'autre bataille qui vient d'obtenir l'Oscar du meilleur film cette année est un peu inspirée des valeurs du film La bataille d'Alger de Pontecorvo. Et Leonardo DiCaprio regarde un extrait de La bataille d'Alger dans le film. AL 24 est un projet très très ambitieux. Quel regard tu portes aujourd'hui envers cette expérience? Très très bonne expérience parce que d'abord on a lancé un média qui n'existait pas. Vous savez que le concept de chaîne internationale, c'est quoi? Les gens se trompent, ils pensent que c'est une chaîne locale. Non, c'est pas une chaîne locale. C'est une chaîne destinée à l'extérieur, à l'international. À l'international. Par exemple, inauguration d'un truc à Alger. On ne parle pas, on parle que de l'international. On parle vers l'extérieur, vers un public extérieur, et on impose un point de vue de notre pays. Le point de vue de l'Algérie est souvent exprimé à travers Al24. D'ailleurs, la chaîne est aujourd'hui l'une des meilleures chaînes internationales dans le Maghreb et l'Afrique du Nord. Et le seul média qui défendait Gaza et les Palestiniens dans un média francophone, c'était Al24. Et c'est grâce à Al24 que s'est installé un front opposé à la médiatisation ou le traitement médiatique sur la guerre à Gaza, qui est une bataille féroce en matière comment dirais-je, de traitement de l'image à l'international, parce qu'aujourd'hui, grâce aux satellites, on voit ce que diffuse l'autre. Avec les réseaux sociaux, Sénémaga, ne penses-tu pas que le métier de journaliste est en danger? Non, il n'est pas en danger, mais il peut être menacé. Pourquoi? Il fut un temps, beaucoup de journalistes s'inspiraient des réseaux sociaux pour écrire des articles. Par exemple, ils voient une information, ou là ils voient une photo, ou là ils voient une vidéo, ils commentent, ils font un article. Et ça ne se passe pas dans des médias sérieux et publics, comme Horizon. Moi, je travaille à Horizon. Je me souviens d'une anecdote. Le premier jour quand je suis arrivé à Horizon, j'avais ramené le scoop, comme quoi il y avait un Premier ministre qui a été nommé. À 11h, j'ai eu l'information, le nom, etc. Il a été nommé. Mais la directrice m'a dit, tant que ce n'est pas tombé à l'APS, tu ne peux pas l'écrire. Quand tu écris l'article, tu le laisses en pause, mais tant que ce n'est pas tombé à l'APS, tu ne peux pas le diffuser. On ne peut pas le diffuser. Mais si c'était un site électronique, on aurait donné l'info à midi. Tu comprends? Mais c'est ça le problème, c'est que la course vers l'info, mais l'info doit être vérifiée, doit être officielle. Nous, on a été dans l'expérience de mon passage dans les médias publics. Je travaille dans tous les médias, hein, médias publics, privés, parapublics, tout ce que tu veux, hein, radio, télévision. Justement, c'est le magas, si tu avais carte Et je peux blanche. te dire, hein, excuse-moi juste de terminer mon idée, c'est que nous avons par exemple à Horizon, nous avons une ligne rouge qu'il ne faut pas dépasser, c'est les institutions de l'État,
le président de la République, le chef du gouvernement, ça c'est normal, c'est normal. C'est dans tous les pays comme ça. Mais on peut critiquer un ministère, on peut critiquer un ministre sur sa gestion, critiquer un hôpital. Et je me souviens, il y avait un ministre qui m'a appelé parce qu'on avait critiqué un hôpital et il nous avait dit: «Oui, vous êtes un média public, vous critiquez pas pas le droit. normalement de critiquer la gestion d'un hôpital». Ben, écoutez, justement, le mot service public, c'est justement pas de critiquer, mais de rendre compte des insuffisances et des défaillances d'un Un travail hôpital. journalistique. Voilà, tout simplement. Mais dans les médias privés, c'est pas la même chose. Médias privés, trop de relationnel. On peut travailler avec un ministre parce que c'est un ami du patron du journal. On peut travailler contre un ministre parce que le patron du journal ne l'aime pas. On peut travailler contre la politique de l'État parfois, les journaux d'opposition. Ils peuvent s'attaquer à la politique du gouvernement parce que mais يتفاهموش politiquement. Et c'est ça la différence بين la vraie gestion et traitement de l'information. Ça dépend comment tu traites l'information. Et maintenant, après, c'est à ton âme et conscience. Aujourd'hui, par exemple, les réseaux sociaux, pourquoi c'est dangereux? Parce qu'il n'y a pas de vérification. Les médias qui tombent le plus dans le panneau aujourd'hui, c'est les médias électroniques, les sites électroniques et même les chaînes YouTube. Donc, des fois, se tapent sur le doigt parce qu'ils ont diffusé des informations qu'ils n'ont pas vérifiées. Et si tu avais carte blanche, qu'est-ce que tu aurais fait pour révolutionner, on va dire, le cinéma et la culture en général? Et du moins, quelle révolution tu aurais menée? D'abord, il faut faire un état des lieux. Avant de commencer dans une gestion, moi je l'ai appris dans les entreprises que j'ai dirigées, il faut faire un état des lieux. عندك 3 شهور 6 شهور, tu fais 6 mois, tu fais un état des lieux. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui manque pas. Et puis, tu élabores une stratégie. Aujourd'hui, il faut qu'on place nos films dans ces festivals de catégorie A. C'est pas parce que tu as une sélection dans un festival, c'est bon que ton film est réussi. Non. Il faut en catégorie A, il faut une sélection officielle. Il faut concurrencer les grands noms du cinéma mondial. Et après, tu dois faire connaître le cinéma algérien. C'est à travers ta sélection officielle pour que tu sois connu. On parle de toi, les médias internationaux parlent de toi, tu as des plateaux, etc. etc. Et ça, d'abord, c'est une étape de placement de produits qui est énorme aujourd'hui. C'est une bataille énorme. C'est plus comme avant, il y a un seul film par pays. Maintenant, tu as un pays qui te ramène 12 films, 13 films. Placés partout, court-métrage, documentaire, long-métrage, fiction, historique. Donc, tu ne te retrouves pas. Et c'est pour ça qu'il faut une stratégie. D'abord, une stratégie dans la distribution de la production, de l'argent de la production. On place de l'argent dans un film où on croit qu'il va aller loin. On ne donne pas la même somme à tous les films. Telemagar, penses-tu que la jeunesse algérienne s'intéresse à l'histoire, à la culture, ou plutôt c'est une jeunesse qui est enfermée dans le digital? Non, pas du tout. On a une jeunesse aujourd'hui qui est très ouverte parce qu'elle a connaissance de tout, mais elle est plus, je suis d'accord avec toi quand tu dis digital, elle est plus orientée vers le digital. Mais elle s'intéresse à tout. Elle s'intéresse à l'histoire, elle s'intéresse au patrimoine, elle s'intéresse au cinéma, elle s'intéresse à la chanson, elle s'intéresse à la politique. Mais c'est le digital qui la ramène. Avant, aujourd'hui, on lisait des livres, on lisait le journal. Aujourd'hui, la jeunesse ما تقراش كتابات وما تشوفش بزاف la télévision. Et elle ne regarde pas de films au cinéma. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde des films sur leur téléphone, sur leur laptop. Elle voit TikTok, elle voit Facebook, etc. L'information, elle est sur ces réseaux-là. Les réseaux sociaux ont un petit peu absorbé la jeunesse. Aujourd'hui, tu vas dans une école ou là, tu vas dans une université, il suffit qu'ils prennent la feuille d'examen et ils vont vers ChatGPT, ils ont une réponse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, le AI, l'intelligence artificielle, offrent beaucoup d'informations et c'est à nous de faire un petit peu la sélection. Vous avez une génération qui, avant, on n'avait qu'une seule chaîne de télévision.
Donc on avait une orientation cinématographique calée, c'est-à-dire on voit tous le même film, on critique tous le même film. Et on va au cinéma, c'est la même chose. Mais aujourd'hui, tu vas au cinéma, même au cinéma, ça a changé. Aujourd'hui, il y a un cinéma qui a 8 salles, 4 salles. Donc tu vas pas dans le même créneau que ton père ou là ton cousin ou là ton frère ou là ton ami. Donc on regarde pas les mêmes on n'a pas les mêmes orientations audiovisuelles, cinématographiques et culturelles, mais on a une abondance d'informations et surtout de production. Journaliste ou manager, qui parle plus fort de toi? Journaliste, je le suis plus beaucoup depuis quelque temps, mais manager, je pense, quand on parle de moi actuellement en tant que manager. Qu'est-ce qui te fait dire? Bah, parce que, mes interventions dans les médias, c'est-à-dire aujourd'hui, je m'exprime beaucoup plus en tant que responsable d'une structure qu'en tant que journaliste. On fait appel à moi beaucoup plus en tant que gestionnaire d'un projet comme l'Émir Abdelkader ou le gestionnaire d'une institution comme la Cinémathèque ou gestionnaire d'une télévision comme Al 24 que, donner mon avis sur une production audiovisuelle, sur un feuilleton ou sur un Justement, tu es sur un immense projet oui? qui retrace l'histoire incroyable de l'Émir Abdelkader. Raconte-nous un petit peu. Je te raconte quoi? Ben, le projet, parle-nous un petit peu de ce projet. Écoute, le projet est actuellement en production. Bien sûr, on commence par le scénario et après on va passer à la phase, de préparation et après il y aura une phase, de tournage. Actuellement, on a entamé déjà la phase, de préparation. On prépare les décors, les costumes, on prépare aussi les équipes techniques, le casting. C'est une préparation qui va prendre une année à peu près et après, il y aura la phase de préparation des acteurs, et cetera, la préparation des décors et tout et puis ça on va aller vers la phase finale qui est le tournage. Après le tournage, il y a la post-prod, le montage, les VFX, les effets spéciaux. Est-ce que tu as déjà pensé à un réalisateur? Oui, on est en négociation Mais avec il y un a un nom qui il serait. y a des noms, il y a actuellement un nom qui est favori, mais je ne peux pas le dire pour le moment, jusqu'à ce qu'on signe un contrat, c'est tout à fait normal. Pourquoi souvent quand on est dans ce genre de projet, on devient malgré nous cachotier? Non, c'est pas, du cachotier, c'est une stratégie, je vais m'expliquer. Vous savez, c'est comme au football. Quand tu veux faire signer un joueur ou un entraîneur, tu dis jamais son nom en 6 mois ou là 3 mois avant. Parce qu'on risque de te le piquer. On risque de mettre plus d'argent que toi et on lui dit: «Voilà, ne va pas vers ce projet». C'est la même chose. Nous, on a des négociations, avec des grands noms du cinéma mondial et c'est des négociations qui sont secrètes et bien sûr, une fois qu'on aura signé, on va le présenter au public, c'est tout à fait normal. C'est un immense projet, il faut le reconnaître. Comment on peut éviter de le simplifier ou de le trahir à l'écran? Simplifier ou le trahir à l'écran? Ça dépend. Maintenant, vous savez, c'est une stratégie aussi la production. Avant, on faisait des films historiques, pour un public, algérien, mais aussi un public arabe. Mais là, on a une autre stratégie, on a une autre vision. C'est de le présenter à l'international, avec une vision internationale. C'est un peu comme Omar al-Mokhtar de Mustapha al-Aqad, c'est un peu comme le film Risala, c'est un peu comme La bataille d'Alger. C'est un film qui doit voyager et l'image de l'émir doit être connue à travers le monde. Déjà, j'ai rencontré des producteurs étrangers, ils m'ont dit: «C'est quand même, étonnant que ce personnage n'est pas connu à l'international». Ils sont étonnés pourquoi on n'a jamais fait de film sur lui, ni ni de série. Tout simplement, bien sûr, nous, on a bien gardé le personnage pour que personne ne fasse, un film qui ne respecte pas l'image et l'histoire de l'émir Abdelkader, en ce qui nous concerne. Maintenant, les autres pays, chacun, a sa vision et croyez-moi, que ce soit les Français ou d'autres pays, ils avaient, la perception de faire un film sur l'émir, mais ils ne le feront jamais comme les Algériens vont le faire. Ils savent très bien que s'ils font un film sur l'émir, ça va être, une promotion pour, Absolument. un chef historique algérien. Vous savez, par exemple, je donne toujours l'exemple quand je discute avec des producteurs étrangers, je leur ai dit, par exemple, Cléopâtre,
Bien sûr, Jules César, c'est des figures historiques qui ne sont pas américaines, qui ne sont pas britanniques, et pourtant Et c'est les pourtant. Hollywood qui les a fait. Absolument. C'est pas les Italiens. Les Italiens n'ont jamais fait un film sur Jules César, ils n'ont jamais fait les Égyptiens n'ont jamais fait un film sur Cléopâtre. Il a fallu que les Américains le fassent. Pourquoi eux, ils ne l'ont pas fait? Parce qu'ils attendaient peut-être d'avoir les moyens pour faire à la grandeur de Cléopâtre ou là de Jules César ou là de Marc-Antoine, etc., etc. C'est des figures historiques. C'est très compliqué aujourd'hui de faire une figure historique. Je lisais souvent des articles et même des documentaires et making-of sur Gladiator. Gladiator qui a été réalisé par Ridley Scott en 2000. Steven Spielberg lui-même avait peur de faire le film Gladiator. Il est coproducteur, hein. Et il avait peur. Il a dit, écoute, j'ai peur de faire un film sur l'époque des Romains. Parce qu'il ne savait pas ce que l'impact sera positif, est-ce qu'il va gagner de l'argent? Parce qu'il ne faut pas oublier, les Occidentaux, c'est une affaire d'argent. C'est pas une affaire de... Ils ne sont pas là pour travailler pour l'histoire. Ils sont travaillés pour gagner de l'argent, faire une œuvre artistique qui sera rentable. C'est la même chose pour tous les pays. Les Italiens ont fait des films western, spaghetti. Et pourtant, les westerns, c'est pas les Italiens, c'est pas l'environnement des Italiens, ils sont américains. Peut-on parler de pression quand il s'agit de toucher à une figure historique? Pression, non. Mais il faut rester, disons, respecter les faits historiques, respecter la figure historique. Ça, c'est une règle générale qui est adaptée par tous les producteurs et même les gens qui font des films sur les histoires des grandes figures historiques, que ça soit romaines, égyptiennes ou même arabes, hein. Donc, maintenant, c'est plus difficile quand c'est fabriqué par un pays qui adopte, par exemple, l'émir Abdelkader, c'est une figure d'État, c'est le premier chef de l'État moderne algérien, Le créateur. le créateur de l'État moderne algérien. Donc, il y a le fait historique, il y a la personnalité, ça, c'est indéniable, on va rester dans le même registre, etc. Et puis, il y a les à côté. Est-ce qu'on protège assez, justement, notre mémoire? Oui, je pense qu'actuellement, on protège assez. Par exemple, l'émir Abdelkader, notre difficulté, c'est de trouver... On a beaucoup d'informations sur l'émir lui-même, mais on n'a pas d'informations sur sa famille, sur ses enfants, comment ils ont vécu autour de lui, sur sa smala, sur son père, sa mère. On n'a pas d'informations parce que ce n'est pas un fait historique, c'est un fait familial. Selim Aga, merci pour cet échange sans filtre. Merci à vous. En tout cas, on suivra ce film de très très près et des aides de studio restera à la maison, des idées fortes et des projets qui comptent. Merci à toi. Merci à toi Merci aussi. d'avoir joué le jeu. Merci Et Hakim. puis, bon vent. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. On se retrouve le week-end prochain pour une autre histoire. Au revoir.